5 juin 1944. La pluie avait cessé depuis seulement 1 heure, mais les champs de Normandie étaient encore trempés, la boue collant aux bottes de quiconque osait marcher dessus. Au sud de Caen, une ferme abandonnée se recroquevillait contre le vent, ses volets battant faiblement. 4 silhouettes étaient accroupies dans l'ombre, le souffle court, les cœurs battant à tout rompre. Le plus jeune, à peine 20 ans, vérifia sa montre pour la 3e fois. « 25 minutes », murmura-t-il, la voix tremblante. Dehors, au-delà des haies, les Allemands avançaient confiants. Des colonnes de half-track grondaient sur les chemins de terre, leurs moteurs rugissant sur la terre humide. Ils avaient reconnu cette route pendant des semaines. Tous leurs rapports de reconnaissance confirmaient ce que leur commandant croyait déjà. La résistance alliée ici était faible, dispersée, désorganisée. Le chemin semblait libre, l'accès aux plages dégagé. Mais ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné. Parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. À l'intérieur de la ferme, Henri Delmas, 43 ans, ancien paysan et maintenant chef de la résistance malgré lui, suivait la route avec un crayon sur une carte grossièrement dessinée. Il avait tout perdu à cause de la guerre, sa famille, ses terres, sa tranquillité. Mais ce qui lui restait brûlait plus fort que le chagrin. Le devoir. Nous faisons cela pour la France, dit-il aux autres. La voix basse, emplie d'une détermination de fer. À ses côtés, Luc Morel, mécanicien dont les mains avaient réparé tout, des tracteurs aux bicyclettes, se tenait prêt. André Vasseur, étudiant universitaire tremblant, n'avait jamais tenu d'armes en dehors d'une salle de classe. Claire Lemoine, jeune messagère, dont le courage avait été forgé dans des nuits sombres à livrer des messages sous le nez des patrouilles allemandes, observait la campagne à travers la fenêtre brisée. Henri pointa la carte. « Luc et moi atteindrons le culvert près de la haie. André posera les charges sur la voie sud. Claire, tu surveilles depuis la crête. S'il nous voit, préviens-nous, puis fuis. » Claire ouvrit de grands yeux. « Et s'il vous attrape ?» Le regard d'Henri croisa le sien. « Alors tu leur diras que nous avons essayé. » Elle hocha la tête, silencieuse. Dehors, le blé murmurait sous le vent. Quelque part, un chien aboya, puis se tut. Les Allemands croyaient que la nuit leur appartenait. Ils avaient tort. Henri sortit un carnet de cuir de sa veste, un petit artefact qu'il avait trouvé dans une grange abandonnée quelques semaines plus tôt, une relique de la Première Guerre mondiale appartenant autrefois à un soldat français. Il la tenait dans sa main, lissant les pages jaunies, se souvenant des mots écrits à l'encre fanée. Le courage se mesure dans l'ombre, non sous les projecteurs. Ce message, bien que vieux de près de 26 ans, résonnait dans son esprit. Il inspira un souffle profond et ordonna à Luc et André de vérifier une dernière fois leur équipement. Les explosifs étaient prêts, les fusibles connectés, les pinceaux en place. Chaque geste était précis, mesuré, comme si la vie elle-même dépendait de l'exactitude de leurs mouvements. La lune, presque pleine, éclairait faiblement les champs, projetant des ombres allongées et inquiétantes. Henri sentit le poids des regards imaginaires sur lui, ceux de son fils, déporté en Allemagne, de sa femme disparue, de la terre qu'il avait aimée. Il serra les poings. « Nous devons réussir », murmura-t-il. Luc acquiesça, essuyant la boue de ses mains. « Tout ira bien, Henri. On a fait pire avec un tracteur en panne. » Henri esquissa un sourire court mais sincère. André, pâle et tremblant, vérifia encore une fois le fil de détonation. Ses mains étaient couvertes de terre humide et de sueur froide. « 18 minutes », annonça-t-il, sa voix faible. Claire, perchée sur la crête, leva la lampe de signalisation 2 fois, un code convenu. La lumière clignotante dans la nuit était le seul avertissement qu'ils avaient, et peut être le seul espoir de survie. Henri inspira profondément. Il savait que chaque seconde comptait. La distance qui les séparait du culvert était courte, mais chaque pas pouvait être leur dernier. La ferme, ses murs de pierre fissurés et son toit à moitié effondré offraient peu de protection, mais elle était leur abri pour ce qui allait suivre. Le vent transportait l'odeur du diesel, du blé humide et de la pluie récente. Les sons de la nuit, le croassement lointain d'une corneille, le clapotis de l'eau dans les rigoles,
Le froissement des feuilles s'entremêlait dans un silence tendu. Henri fit signe à Luc de le suivre, et ensemble, ils se glissèrent à travers l'ombre des haies, les bottes s'enfonçant dans la boue. André ramassa les sacs d'explosifs, chaque pas calculé pour éviter de faire un bruit inutile. Claire, immobile sur la crête, suivait le moindre mouvement de la colonne allemande, ses yeux brillants dans l'obscurité. Soudain, un rire allemand éclata, suivi du claquement d'une bouteille de bière. Les hommes derrière la haie ne pouvaient pas savoir que leur arrogance serait bientôt leur chute. Henri murmura à Luc. « Tout est en place. À la moindre alerte, on déclenche et on disparaît. » Luc hocha la tête, le visage impassible mais les yeux brillants d'une tension contenue. André, le fil prêt dans ses mains tremblantes, lança un regard à Henri. « Et si je rate ?» Henri posa une main sur son épaule. « Tu ne rates pas. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir, malgré elle. » Un silence pesant s'installa. La lune, traversant un voile de nuages, éclaira la voie ferrée, son métal brillant comme une promesse ou une menace. Les silhouettes allemandes avançaient sans méfiance, les moteurs de leur half-track martelant la terre détrempée. Henri sentit le moment approcher. Chaque muscle tendu, chaque respiration contrôlée, le temps semblait s'étirer, chaque seconde résonnant comme un gong invisible. Puis, d'un geste rapide, il ordonna. Les sacs furent placés, les fusibles armés. Claire regarda à travers les herbes hautes, guettant la moindre réaction des patrouilles. Et dans cette attente, où tout pouvait basculer, Henri se rappela les mots de l'artefact entre ses mains. Le courage se mesure dans l'ombre. Ce soir, dans l'obscurité humide de Normandie, ces mots allaient être mis à l'épreuve. Les quatre avancèrent en silence à travers le verger, les bottes s'enfonçant dans la terre détrempée, l'odeur de diesel et de terre humide emplissant l'air comme un avertissement constant. Chaque bruissement de feuilles, chaque brindille cassée sous leurs pas, les faisait sursauter, rappelant la fragilité de leur situation. Henri Delmas sentit son cœur battre plus fort, mais un souvenir doux et douloureux à la fois vint le réconforter. La voix de son fils, entendue des mois plus tôt sur une radio clandestine, prononçant 6 mots simples mais éternels. « Ne lâche pas, papa. » Jamais. Ces mots, comme un talisman, guidaient ses gestes et tempéraient sa peur. Le vent froid de Normandie soufflait à travers les arbres, faisant osciller les branches et produire un craquement sinistre. Mais le groupe continua, la détermination gravée dans leurs traits. Luc Morel, concentré, posa chaque pied avec précaution, vérifiant les angles morts et les racines exposées. André Vasseur, les mains tremblantes, portait les sacs d'explosifs avec un soin extrême, comme si le moindre faux mouvement pouvait provoquer la fin de tout. Claire Lemoine, perchée sur la crête, ses jumelles accrochées autour du cou, balayait l'obscurité avec des yeux acérés. Au milieu du verger, une vieille grange effondrée révélait un artefact inattendu. Un casque français de 1910 à Sept, couvert de rouille et de terre, laissé par un soldat de la Grande Guerre. Henri le ramassa, le nettoya légèrement avec sa manche et le plaça sur sa tête par superstition. « Pour la chance », murmura-t-il, et les autres sourirent malgré eux, se raccrochant à ce petit geste comme à un fil de sécurité dans la nuit. Ils atteignirent enfin le culvert sous l'aqueduc en ruine, dont les arches craquaient sous le poids des ans et de la pluie récente. Le mur de pierre était fissuré, des racines de chênes y crochaient comme des doigts cherchant à retenir le temps. Luc déballa les 2 sacs d'explosifs, bricolés à partir de munitions allemandes volées, chaque fil et chaque morceau fixés avec un soin presque religieux. André posa les câbles du détonateur avec une précision tremblante, ses mains si secouées qu'elles semblaient sur le point de trahir leur mission. Il inspira profondément, avala sa salive et murmura. « Combien de temps ?» Henri jeta un regard sur sa montre et répondit « 18 minutes ». Le tic-tac de la pendule semblait amplifié dans le silence de la nuit, chaque seconde un marteau sur leurs tempes. Au même moment, Claire restait immobile sur la crête, scrutant l'obscurité avec des yeux acérés. Elle repéra les patrouilles allemandes, riant et chantant, inconscientes du piège qui se préparait sous leurs roues. 2 flashs rapides de sa lampe signalèrent aux hommes en contrebas que l'ennemi était plus proche que prévu. Henri s'immobilisa, retenant sa respiration. « Luc, pose la charge maintenant », souffla-t-il.
Luc hocha la tête, un sourire grave sur le visage. « Comme réparer, un tracteur, hein » murmura-t-il, et malgré la tension, un rire bref et nerveux s'échappa. Il fixa les pins, arma le détonateur et inspira l'air froid, goûtant l'odeur du blé et de la boue mêlée à celle de la fumée d'une lanterne au loin, projetant une lueur orange dans la nuit. Chaque détail semblait amplifier la tension. Le clapotis d'une flaque, le cri lointain d'une chouette, le grincement des poutres de l'aqueduc. Puis, soudain, un cri allemand déchira l'air. « Halt !» Les hommes s'immobilisèrent. Le piège était déclenché. Les moteurs des half-tracks rugirent plus fort alors que les soldats réalisaient qu'ils roulaient sur un terrain piégé. Le sol sous les chenilles vibra faiblement, mais Henri savait que le véritable chaos ne ferait que commencer. Il regarda André, dont le visage blême trahissait la peur, et lui donna un signe. « C'est maintenant ou jamais. » André appuya sur le bouton, et une onde de chaleur et de terre se propagea immédiatement. La pierre et le métal hurlaient sous la violence de l'explosion, projetant des éclats et des fumées blanches et grises dans la nuit. Les half-tracks furent secoués, certains basculant dans le fossé, d'autres s'immobilisant au milieu du chemin, bloqués, incapables de poursuivre leur avancée. Les soldats allemands crièrent, se précipitèrent, tombèrent dans la boue ou furent projetés à quelques mètres par la force du souffle. « Henri, par ici !» hurla-t-il, tirant Luc et André vers la haie pour se mettre à couvert. Claire, sautant de la crête, les rejoignit en courant, ses pieds glissant dans la boue, son souffle court, mais ses yeux brillants d'une satisfaction mêlée de peur. Le champ était devenu un chaos de feu, de métal et de fumée. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les tirs allemands commencèrent à pleuvoir, mais la surprise et la confusion leur donnaient quelques précieux moments pour se replier. Henri repensa à son fils, à ces 6 mots qui résonnaient dans son esprit. « Ne lâche pas, papa. » Jamais. Les échos de cette voix lui donnèrent la force de bouger, d'entraîner ses compagnons à travers le verger, évitant les éclats et les trous dans le sol laissés par l'explosion. Luc guida André à travers la boue, ses mains solides soutenant le jeune homme qui boitait après un éclat de métal. Claire, derrière eux, balaya la scène du regard, s'assurant qu'aucun soldat allemand ne les suivait de trop près. Les half-tracks étaient immobilisés, les hommes en désordre, criant et appelant à l'aide, et le reste du convoi avait ralenti, incapable de franchir le pont endommagé. Henri sentit un mélange d'adrénaline et de soulagement. Le piège avait fonctionné, mais il n'était pas encore en sécurité. Chaque minute comptait, chaque pas pouvait être leur dernier. Une odeur âcre de métal brûlé et de carburant emplissait l'air. Henri attrapa à nouveau le casque français du soldat de 1910 à 7 et le posa sur André pour protéger sa tête. Luc sourit, levant les yeux vers le ciel couvert, et murmura « On tient le coup, vieux frère. » Claire acquiesça, le souffle court, et ajouta « Pour la France. » Henri hocha la tête, sentant une fierté silencieuse mais brûlante. Le champ, autrefois calme et paisible, n'était plus qu'un théâtre de destruction et de feu. L'explosion avait retardé les renforts allemands et créé la confusion nécessaire pour que les Alliés aient un avantage dans les heures cruciales à venir. Les étoiles perçaient timidement à travers les nuages, comme pour témoigner de l'exploit, et la lune éclairait faiblement la scène, argentant la fumée et les éclats de terre. Henri observa le chaos et murmura « 18 minutes, qui vont changer l'histoire. » La voix d'André, tremblante, mais déterminée, répondit « Et nous avons tenu. » Luc posa une main sur l'épaule d'Henri, silencieux, tandis que Claire, toujours sur le qui-vive, guettait la suite, ses yeux étincelants dans l'obscurité. Ils savaient que ce succès n'était que le début, mais pour l'instant, ils avaient transformé un soir ordinaire de Normandie en un moment où le courage humain et la ruse avaient défié la machine de guerre allemande. L'artefact du casque, posé sur la pierre à côté du culvert, semblait observer la scène, témoin silencieux du triomphe fragile de 4 vies contre l'ordre et l'arrogance d'un empire en marche. Dans le souffle du vent, le bruissement du blé et le grondement des moteurs immobilisés, Henri sentit une certitude profonde. Cette nuit, le monde avait basculé, et pour la France, un nouveau souffle de liberté venait de naître. Les fusées éclairantes éclatèrent dans le ciel, transformant la nuit en un jour éclatant,
blanc et aveuglant. Leurs faisceaux déchiraient les nuages bas, révélant les silhouettes effrayées des soldats allemands, avançant avec une confiance presque arrogante. « Allez !» hurla Henri Delmas, et les quatre se dispersèrent dans la boue et les herbes hautes. Les balles sifflaient autour d'eux, ricochetant sur le métal, mordant la terre humide, éclatant dans le silence sinistre de la vallée. André Vasseur s'effondra, traînant son corps vers un fossé, le sang imbibant ses vêtements et formant des flaques sombres dans la terre. Luc Morel plongea à sa hauteur, le saisissant par le col pour le tirer derrière un muret en pierre, un vestige de l'ancienne ferme. Claire Lemoine, tenant fermement le détonateur dans ses mains, courut vers eux, ses bottes glissant dans la boue et éclaboussant chaque centimètre autour d'elle. Le cœur battant, elle jeta un coup d'œil à la scène qui se déroulait au-delà des haies. Les Haftracs allemands avançaient, lourdes, implacables, roulant sur le sol détrempé, les roues métalliques scintillant sous la lumière des fusées, comme des serpents d'acier invincibles. Henri sentit une vague de peur et d'excitation monter en lui. Chaque pas était un calcul, chaque souffle pouvait être le dernier. Les patrouilles allemandes criaient des ordres dans un mélange d'allemand et de juron, persuadées que cette nuit n'était qu'une routine. Une simple patrouille le long de la voie ferrée. Elles ignoraient tout du piège préparé, du travail méticuleux accompli par 4 vies déterminées à changer le cours de l'histoire. Les mois d'observation, le sabotage discret et l'ingéniosité d'Henri allaient enfin porter leurs fruits. Il se souvenait d'un vieux canon abandonné, trouvé dans une grange voisine l'année précédente, rouillé mais solide. Il l'avait déplacé pour renforcer le culvert. Une idée folle peut être. Mais chaque pierre et chaque boulon ajoutaient une chance supplémentaire de succès. Ce canon était désormais là, muet témoin d'une nuit où le destin de centaines d'hommes allait basculer. Alors que les Haftracs franchissaient l'aqueduc, les pierres craquèrent sous la pression. Le sol, rongé par les pluies des semaines précédentes et fragilisé par le sabotage, céda. Dans un vacarme assourdissant, l'aqueduc s'effondra, engloutissant les véhicules dans le ruisseau boueux en contrebas. Les moteurs hurlaient, les pneus tournaient dans le vide, et les soldats hurlèrent, pris au piège dans un chaos que rien ne pouvait arrêter. La terre trembla sous les explosions et le poids du métal. Des jets de boue et de pierres s'élevèrent dans l'air, se mêlant à la fumée des réservoirs de carburant percés. Henri, Luc et Claire se tinrent agenouillés derrière le muret, regardant le désastre avec une horreur fascinée. La confiance allemande s'éteignait sous leurs yeux, remplacée par la peur pure. Ils avaient cru, cette traversée facile, pensant que la victoire leur serait offerte avant l'aube. Mais la réalité était tout autre. La victoire n'était pas à eux cette nuit. André, pâle et haletant, se remit sur ses pieds, le corps tremblant mais intact. Henri lui tendit la main, et Luc l'aida à se redresser complètement. Claire, essoufflée, remit le détonateur dans le sac de Luc, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de triomphe. Au loin, les Haftracs et les camions allemands gisaient dans l'eau et la boue, certains complètement renversés, d'autres coincés par la pierre et les débris. Les soldats tentaient de se relever, de rattraper ce qu'ils pouvaient, mais l'aqueduc, cette vieille structure fragile mais stratégique, avait fait son travail. Les cris et les ordres se mêlaient à la fumée et au vacarme, créant une cacophonie terrifiante. Henri sentit ses doigts crispés sur le vieux canon rouillé, se souvenant que chaque détail de cette préparation avait été crucial. L'artefact, oublié par des décennies, venait de sauver des vies et changer le destin de la bataille. La nuit semblait s'étirer à l'infini alors que les Allemands se regroupaient, essayant de comprendre la catastrophe. Luc essuya la boue de son visage et observa la scène, les yeux perçants dans la pénombre. Il ne s'attendait pas à ça, murmura-t-il, la voix pleine d'un mélange de soulagement et d'amertume. Henri hocha la tête, le souffle court. Il savait que chaque minute gagnée ici signifiait des vies épargnées sur les plages et derrière les lignes ennemies. Le terrain, transformé en piège improvisé, avait joué son rôle avec une précision parfaite. Même les plus sceptiques, au cœur de cette mission, ne pouvaient que reconnaître la puissance de l'ingéniosité et du courage humain. Claire observa les soldats allemands se débattre dans la boue, certains tentant de sortir leurs véhicules, d'autres essayant d'alerter les renforts. La confusion et le désordre les rendaient vulnérables, et c'était exactement ce que le groupe espérait. Henri inspira profondément,
goûtant l'air froid et humide, mêlé de poussière, de fumée et de terre. Le monde semblait suspendu dans cet instant, ni tout à fait nuit, ni tout à fait jour, éclairé par les fusées et les éclats de métal. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque cri résonnait comme une note dans une symphonie de destruction et de triomphe. André s'accrocha à Henri, haletant mais déterminé. « On a réussi », murmura-t-il, presque incrédule. Henri lui posa une main sur l'épaule, reconnaissant la force silencieuse de ce jeune homme qui n'avait jamais tenu une arme avant cette nuit. Luc ramassa un morceau de métal tordu, souvenir tangible du chaos, et le plaça à côté du canon, créant un mini-mémorial improvisé de leur exploit. Claire, toujours vigilante, balaya le champ de vision, s'assurant que l'ennemi n'avait pas trouvé un chemin de contournement. Chaque seconde était critique, chaque décision pouvait sceller leur destin. Le vent emportait les odeurs de terre, de carburant et de métal brûlé. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux d'une nuit où 4 vies avaient défié la machine de guerre allemande. Henri regarda ses compagnons et murmura « Nous avons changé l'histoire. Ne l'oubliez jamais. » Luc hocha la tête, un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. Claire posa sa main sur le vieux casque de 1910 à 7, maintenant recouvert de boue et de poussière, comme pour honorer le courage et la mémoire de ceux qui étaient tombés avant eux. Les half-tracks restaient coincés, les véhicules immobilisés et les soldats allemands désorganisés. Chaque cri et chaque ordre semblaient se perdre dans le vide, engloutis par le vacarme et la boue. Henri sut que le temps leur appartenait maintenant, que ces précieuses minutes allaient permettre aux forces alliées de progresser, que la mer de Normandie attendrait moins de résistance grâce à leur action. L'aqueduc, autrefois simple vestige de pierre, s'était transformé en symbole de ruse et de sacrifice, un artefact de guerre silencieux mais puissant. Alors que le calme revenait peu à peu, Henri, Luc, Claire et André se regroupèrent, tremblants mais vivants. Le champ, témoin de l'effondrement, portait encore les stigmates de l'assaut. Terre retournée, boue et fumée, métal tordu et cris lointains. Mais ils savaient que cette nuit, ce chaos sous le clair de lune, avait créé une ouverture que l'histoire retiendrait. Les héros anonymes avaient transformé la peur en triomphe, la nuit en champ de bataille où la ruse et le courage avaient surpassé la machine ennemie. Henri regarda le vieux casque posé sur le bord du culvert, symbole de chance et de mémoire. Il sut que peu de gens connaîtraient jamais ce moment précis, que le monde continuerait à tourner sans se souvenir de la lutte silencieuse des 4 Français. Mais ce n'était pas pour la gloire qu'ils avaient agi, c'était pour la liberté, pour la France, et dans cette pensée, il trouva un calme fragile mais profond, tandis que la lune éclairait la Seine, argentant la boue et les débris, et que les étoiles semblaient saluer leur courage. L'aube pointait à peine sur la Normandie, et pourtant, le silence de la nuit avait laissé place à un chaos tranquille mais tangible. Les premières lueurs dorées traversaient les nuages bas, se glissant à travers les branches humides des bois où le petit groupe s'était réfugié. Henri Delmas, Luc Morel et Claire Lemoine se tenaient immobiles, écoutant les bruits étouffés qui émanaient du village et des champs environnants. Le monde semblait suspendu, retenu par le souffle de la guerre. Et pourtant, chaque feuille frémissante, chaque oiseau matinal, chaque courant d'air portait la promesse d'un jour nouveau et d'une transformation inattendue. Les forces allemandes, autrefois si confiantes, avaient été stoppées net. Les ponts effondrés, les chemins détrempés et les aqueducs sabotés avaient réduit leurs colonnes à des masses coincées, engluées dans la boue et la désorganisation. Les ordres hurlés dans la nuit s'étaient heurtés à un mur d'impuissance. Les communications, qui avaient été le cœur de leur coordination, étaient désormais brisées. Les radios crachaient des grésillements confus et incompréhensibles, et les signaux lumineux, censés guider les renforts vers les plages, étaient obstrués par des arbres tombés et des ruines fumantes. Chaque homme dans ces colonnes, chaque officier allemand, se retrouvait confronté à la réalité que leur invincibilité, entretenue depuis des semaines par la peur et la discipline, pouvait être brisée par la détermination silencieuse d'un petit groupe de résistants. Le ciel de l'aube, teinté de rose et d'orange pâle, éclairait doucement la Seine. Les champs de blé ondulaient sous le vent léger, et les ruisseaux boueux, témoins du sabotage nocturne, reflétaient les premières couleurs du jour comme des miroirs brisés. Henri, épuisé mais alerte, scrutait les environs. Chaque bruit,
Chaque mouvement dans la forêt pouvait signaler une menace ou un sauvetage. Luc, lui, essuyait la boue de son visage et de ses mains, les doigts encore tremblants de l'effort de la nuit. Claire, le visage marqué par la terre et les larmes, serrait toujours un artefact précieux contre sa poitrine. Un médaillon ancien qu'elle avait trouvé dans la ferme abandonnée, un petit coffre de laiton gravé de symboles français datant de 1890, que sa grand-mère lui avait donné comme porte-bonheur. Dans la nuit, ce médaillon avait été leur talisman silencieux, un symbole de courage et de mémoire, maintenant imbibé de boue et de sueur, mais encore intact. Mais au milieu de ce calme apparent, la réalité de la nuit précédente pesait lourdement sur eux. André Vasseur, le jeune étudiant qui avait tremblé en armant les charges mais dont le courage avait été indomptable, n'avait pas survécu. Henri avait trouvé son corps sous les chaînes, le sang séchant sur ses mains et sur la terre, le détonateur toujours serré dans ses doigts comme une relique. Le poids de cette perte écrasait Henri, et pourtant il savait que la mission devait continuer. Lentement, avec respect, il avait creusé une tombe simple et droite, déposant André à l'intérieur. Une petite croix en bois, brute mais solide, marquait désormais l'endroit où le jeune homme avait donné sa vie pour protéger d'innombrables autres. Luc avait aidé Henri à placer les pierres autour de la tombe, silencieusement, sans un mot, le cœur lourd, tandis que Claire posait le médaillon sur la croix, comme une offrande silencieuse. Le souffle du matin portait les échos de l'héroïsme et de la tragédie mêlés, et dans ces instants suspendus, le monde semblait reconnaître leur sacrifice. Au loin, dans les champs et sur les routes défoncées, les colonnes allemandes se débattaient, le chaos régnait, et chaque pas qu'ils tentaient de faire pour se dégager n'était qu'une lutte contre l'ordre naturel de la guerre. Les véhicules étaient bloqués, certains écrasés par les aqueducs effondrés, d'autres embourbés dans la boue, les moteurs hurlant en vain. Les préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Soldats, humbles et paniqués, hurlaient des ordres que personne ne pouvait exécuter. Leurs visages étaient livides, leurs yeux écarquillés par l'incompréhension et la peur. Pour la première fois depuis des semaines, ils doutaient d'eux-mêmes, de leur force, de l'invincibilité que la propagande et la discipline leur avaient fait croire. Chaque cri, chaque juron, chaque tentative de remonter un véhicule dans la boue était un rappel cruel de leur vulnérabilité. L'arrogance qui les avait portés jusque-là se transformait en panique pure, et la première lumière de l'aube révélait que la bataille avait déjà tourné. Henri observa les premières troupes alliées approcher des plages, silencieuses mais déterminées. Les forces débarquantes d'Overlord avançaient avec moins de résistance que prévu, profitant du chaos créé par le petit groupe dans l'arrière-pays. Chaque minute gagnée par leur sabotage et leur ruse signifiait des vies épargnées. Chaque instant d'arrêt pour les colonnes allemandes était une victoire silencieuse, mais cruciale. Henri sentait une vague de soulagement mêlée de tristesse l'envahir. André avait payé le prix ultime, mais son sacrifice et celui de tous les autres résistants avaient permis à la marée alliée de franchir les obstacles et d'avancer plus rapidement vers les plages. La guerre, pensée immuable, avait été légèrement modifiée par 4 vies courageuses, une aqueduc sabotée et un simple médaillon gravé. Claire, le visage encore marqué par la boue et les larmes, murmura avec un souffle tremblant. 25 minutes. Ces mots étaient à la fois un rappel du temps écoulé et une promesse silencieuse que leurs efforts avaient un impact concret. Henri hocha la tête, sentant le poids de l'urgence et du sacrifice. 25 minutes pour sauver d'innombrables vies sur les plages, répondit-il doucement. Mais avec la certitude d'un homme qui savait que chaque décision, chaque charge, chaque effort comptait. Luc plaça sa main sur l'épaule de Claire, silencieusement, reconnaissant le courage de la jeune femme qui avait tenu le détonateur, qui avait affronté la peur et la mort avec une détermination presque surnaturelle. Les bois autour d'eux étaient maintenant paisibles, comme si la nature elle-même respirait après l'orage de la nuit. Les feuilles brillaient de rosée, les branches craquaient doucement sous le poids des oiseaux matinaux qui reprenaient leur vol. Henri, Luc et Claire restèrent silencieux, prenant le temps d'observer la scène, de sentir l'air frais et de reconnaître le miracle fragile qui venait de se produire. Les aqueducs effondrés et les ponts bloqués
étaient des témoignages silencieux de leur ingéniosité et de leur courage. Chaque pierre déplacée, chaque charge posée, chaque plan minutieux avait contribué à transformer une nuit de peur en un triomphe stratégique. Le médaillon dans les mains de Claire brillait doucement à la lumière du matin, symbole de mémoire et de continuité. Ce petit artefact, trouvé dans la ferme abandonnée des semaines plus tôt, avait traversé la nuit avec eux, devenu un talisman de courage. Henri le regarda, et dans ce simple objet, il vit tout ce que la résistance représentait: espoir, persévérance et dévouement à une cause plus grande que soi. Luc plaça son sac sur le sol, retirant la boue de ses bottes, et observa les étoiles matinales disparaître alors que la lumière du soleil illuminait désormais le champ de bataille silencieux. Les soldats allemands, encore pris au piège et désorientés, commençaient lentement à se regrouper, tentant de rassembler ce qui restait de leur discipline et de leur organisation. Mais l'effet psychologique de la nuit était irréversible. Les cris, les ordres confus, le vacarme des véhicules bloqués et des structures effondrées avaient brisé leur confiance. L'humiliation et la frustration étaient palpables dans chaque mouvement, chaque hésitation, chaque regard perdu dans la boue et la poussière. Henri savait que cette nuit resterait gravée dans la mémoire de ceux qui avaient survécu, et que le courage silencieux de 4 résistants anonymes avait eu un impact disproportionné sur le cours de la bataille. Alors que l'aube se transformait en matin clair, Henri, Luc et Claire prirent un moment pour marquer le sacrifice d'André. La petite croix en bois brillait sous la lumière naissante, et le médaillon posé dessus semblait rayonner d'une aura de courage et de mémoire. Henri murmura une prière silencieuse, une bénédiction pour le jeune homme qui avait donné sa vie pour la liberté des autres. Luc plaça une pierre supplémentaire sur la tombe, renforçant le petit monument improvisé, et Claire caressa doucement le médaillon. Ensemble, ils se tenaient là, témoins d'un triomphe fragile mais réel, sentant le poids de l'histoire et le pouvoir de la détermination humaine. Le champ de bataille, bien que maintenant calme, portait encore les marques de la nuit: boue écrasée, pierres déplacées, débris de véhicules et éclats de métal dispersés. Mais ces traces racontaient une histoire de courage, d'ingéniosité et de sacrifice. Chaque objet, chaque artefact, chaque pierre semblait murmurer le récit de la nuit où la marée allemande avait été arrêtée par 4 vies déterminées. Henri se redressa, inspirant profondément l'air frais du matin, et observa le soleil éclairer les champs dorés. Il savait que, malgré la douleur et la perte, cette nuit avait changé le cours de la guerre. Le groupe reprit son chemin, lentement mais avec détermination, quittant les bois et marchant vers un futur incertain mais porteur d'espoir. Chaque pas était un hommage à André, à tous ceux qui avaient combattu silencieusement et à la résilience de l'esprit humain. Le médaillon restait serré dans la main de Claire, un symbole vivant de courage et de mémoire, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait briller et la détermination pouvait renverser la marée la plus puissante. L'aube de ce jour historique se leva avec une lumière pâle, perçant à peine à travers les nuages bas et lourds qui surplombaient la côte normande. La mer, calme et lisse malgré la tempête nocturne de tirs et d'explosions, reflétait un ciel qui semblait hésiter entre gris et or. Henri Delmas, Luc Morel et Claire Lemoine étaient dissimulés dans une tranchée improvisée, à peine plus qu'un renfoncement creusé dans la terre humide d'un bosquet voisin, leurs vêtements collés à la peau par la pluie et la boue. Leurs mains étaient engourdies, leurs visages maculés de terre, mais leurs yeux brillaient de l'intensité de la nuit précédente et du poids de la mission accomplie. Devant eux, dans les champs en contrebas, les ruines d'aqueducs effondrés et de ponts brisés racontaient silencieusement le récit d'une victoire que personne, à part eux, ne voyait encore. Des véhicules allemands immobilisés, des tanks enfoncés dans la boue jusqu'à mi-hauteur, et des colonnes de soldats figés comme des statues de panique témoignaient de la défaite inattendue. Les ravitaillements et les munitions destinées au front, pourtant cruciaux pour l'offensive allemande, pourrissaient sous le soleil naissant, rendant inutile toute tentative de poursuivre l'avancée. Henri observa avec un mélange de satisfaction et de fatigue, le visage marqué par la sueur et la terre séchée. Chaque souffle semblait se mêler au vent qui caressait les blés trempés. Chaque battement de son cœur rappelait le sacrifice de ceux qui avaient disparu, et chaque pensée revenait au jeune André Vasseur qui avait payé le prix ultime pour cette victoire.
Luc, à ses côtés, serrait les poings, le dos légèrement courbé par la fatigue accumulée, ses yeux cherchant dans l'horizon tout signe de mouvement allemand. Il savait que cette nuit et cette matinée avaient changé le cours de la bataille. Chaque minute gagnée, chaque charge posée avec précision, chaque sabotage soigneusement exécuté, avait permis aux forces alliées d'avancer plus rapidement, d'éviter des pertes humaines considérables et de s'emparer des plages avec moins d'obstacles que prévu. Claire, quant à elle, tenait toujours le médaillon ancien de sa grand-mère dans sa main gauche. Le petit artefact de laiton gravé de symboles français, datant de 1890, désormais couvert de boue et d'humidité, mais étrangement intact. Ce médaillon, découvert dans la ferme abandonnée quelques semaines plus tôt, était devenu un symbole silencieux de courage, de mémoire et de persévérance. Elle le serrait contre sa poitrine, ses doigts engourdis s'accrochant à ses contours, comme si, à travers ce petit objet, elle pouvait sentir la présence et la force de tous ceux qui avaient combattu et donné leur vie pour la liberté. La lumière naissante de l'aube semblait illuminer le médaillon, lui donnant un éclat presque surnaturel, comme un phare discret, guidant les survivants dans le chaos de l'après-nuit. À quelques kilomètres des bois où ils étaient cachés, un convoi allemand, censé atteindre les plages pour renforcer les troupes et livrer des armes, était complètement immobilisé. Les chars, destinés à ouvrir la voie et à écraser toute résistance, étaient coincés dans des trous boueux, créés par les pluies récentes et les sabotages nocturnes. Les soldats, confus et paniqués, tentaient en vain de pousser ou de tirer les véhicules, leurs cris et leurs ordres se heurtant à l'échec et à la désorganisation. Les officiers supérieurs, informés de la situation par des messages radio interrompus et des signaux lumineux contradictoires, étaient submergés par la panique. Le moral des troupes, jusqu'alors maintenu par la discipline et la peur de l'échec, s'effondra comme un château de cartes. L'assurance arrogante qui avait guidé leur marche pendant des semaines se transforma en terreur pure. Chaque minute perdue représentait non seulement un retard stratégique, mais aussi un effondrement psychologique irréversible. Sur les plages, les forces alliées, conscientes du retard des renforts ennemis, avançaient méthodiquement. Chaque vague de soldats, chaque transporteur amphibie, chaque canon roulant renforçant leur position avec un moindre nombre de pertes que prévu. Les commandants alliés, bien qu'informés de l'opération en cours et de l'effet du sabotage sur les lignes allemandes, ne réalisaient pas pleinement l'étendue de la contribution du petit groupe caché dans les bois. Pour eux, le retard des colonnes ennemies était un facteur stratégique inattendu, un cadeau du destin qui permettait de sécuriser des positions cruciales et de protéger des milliers de vies humaines. Les 12 heures supplémentaires obtenues par la destruction des aqueducs et des culvertes avaient un impact immense, transformant un combat qui aurait pu être catastrophique en un succès partiel mais significatif. Henri, Luc et Claire, trempés et épuisés, restaient silencieux, observant le chaos silencieux des ennemis immobilisés et la progression méthodique des alliés. Leur rôle, bien que discret, avait été essentiel. Aucun tir d'artillerie, aucun soutien aérien, aucune force écrasante n'avait été nécessaire. Leur courage, leur ingéniosité et la précision du timing des explosifs avaient suffi à altérer le cours de l'histoire. Chaque charge posée, chaque aqueduc effondré, chaque piège méticuleusement installé avait créé une onde de choc invisible qui se propageait désormais sur tout le front. Le monde au-dessus d'eux se mouvait vers le climax de la guerre, ignorant totalement le petit trio qui avait retardé la machinerie de mort et préservé des milliers de vies humaines. Le silence des bois fut interrompu par le clapotis léger de l'eau dans un ruisseau proche et par le chant discret de quelques oiseaux matinaux, comme si la nature elle-même avait reconnu le triomphe de la nuit. Henri retira son chapeau trempé, secouant les cheveux humides de pluie et de boue, et inspira profondément. L'air était frais, chargé de l'odeur de terre mouillée, de métal chauffé au soleil et de végétation écrasée. Luc, les mains encore tachées de boue, sortit un carnet de notes trouvé dans la ferme abandonnée, un petit journal en cuir datant de 1898, avec des pages jaunies et fragiles. Il commença à noter les événements de la nuit, les coordonnées des pièges et la chronologie des sabotages, conscient que ces détails pourraient un jour servir à raconter la véritable histoire de leur courage et de leur sacrifice. Claire,
les yeux fixés sur l'horizon, serrait toujours le médaillon, ressentant une étrange combinaison de fatigue, de soulagement et d'accomplissement. Les véhicules allemands, toujours bloqués dans la boue, représentaient désormais plus qu'un obstacle matériel. Ils étaient le symbole d'une défaite psychologique. Les officiers hurlant des ordres contradictoires, les soldats impuissants et les machines inutiles incarnaient la conséquence directe de l'ingéniosité d'un petit groupe d'individus anonymes. L'effet de cette nuit de sabotage s'étendait bien au-delà de la Normandie immédiate. Les nouvelles de l'échec allemand se répandaient lentement dans les communications, semant confusion et désespoir au sein des lignes ennemies. Chaque instant de retard imposé aux renforts ennemis avait des implications stratégiques majeures, non seulement pour les troupes alliées sur les plages, mais pour l'ensemble de la campagne visant à libérer la France. Henri, conscient du poids de leurs actions, posa sa main sur l'épaule de Luc, qui hocha la tête en silence. Claire, serrant le médaillon, se tenait légèrement en retrait, les yeux humides mais brillants. Ensemble, ils formaient un triangle silencieux, symbole d'une résilience inébranlable, d'une détermination à toute épreuve, et d'un courage qui surpassait de loin les armes et les forces conventionnelles. Leurs efforts avaient non seulement sauvé des vies humaines, mais avaient également montré que même dans le chaos et l'adversité, un petit groupe déterminé pouvait modifier le cours de l'histoire. Les plages, baignées de soleil matinal, reflétaient maintenant la lente progression des troupes alliées. Les marins et soldats, ignorant la contribution du petit trio, se concentraient sur l'avancement et la sécurisation des positions. Les explosions de la nuit précédente, les aqueducs effondrés et les pièges installés avaient créé un corridor temporaire de sécurité, permettant à des milliers d'hommes, femmes et enfants de survivre aux assauts qui auraient autrement été dévastateurs. Henri regarda le médaillon dans les mains de Claire et se rappela les paroles de son fils, prononcées des mois auparavant à travers une radio clandestine. « Ne jamais abandonner, papa. Jamais. » Ces mots résonnaient à nouveau, porteurs de sens et de force, symbolisant le courage, l'espoir et la persévérance qui avaient guidé chaque action de la nuit. Des années plus tard, le champ était silencieux. Les sillons creusés par les roues des half-tracks engloutis par la boue semblaient n'avoir jamais existé, recouverts désormais par un tapis de fleurs sauvages aux couleurs vives qui dansaient doucement dans le vent matinal. Le soleil perçait à peine à travers les nuages bas, projetant des rayons dorés sur les pierres humides et les herbes qui ondulaient au rythme d'une brise légère. L'aqueduc, autrefois effondré par la précision des mains courageuses de 4 âmes anonymes, avait été reconstruit avec soin, ses arches de pierre restaurées à l'identique, témoignant d'une résilience humaine et d'un désir de tourner la page. Même si le souvenir du chaos demeurait dans l'ombre. Henri Delmas, désormais âgé de 63 ans, marchait lentement parmi les fleurs, sa canne en bois tremblant légèrement dans sa main, tandis que ses yeux fatigués suivaient le contour du petit mémorial qu'il avait lui-même érigé des années auparavant. Le monument, modeste mais chargé de signification, portait l'inscription gravée dans le granit. Aux 4 qui ont retardé les nazis et acheté du temps pour la liberté. Il s'agenouilla près du granit frais et traça du bout des doigts les lettres, comme pour sentir la présence des amis disparus à travers le froid de la pierre. Henri lut à voix haute, chaque nom résonnant dans le silence du champ. Luc Morel, André Vasseur, Claire Lemoine, Henri Delmas. Ses lèvres tremblaient légèrement tandis qu'il prononçait le nom de son fils disparu, André, dont le courage et le sacrifice avaient gravé à jamais l'histoire de cette nuit dans les mémoires invisibles. Il se rappela du jeune visage, à peine âgé de 20 ans, tremblant sous la pluie, fixant la culée de l'aqueduc avec une détermination silencieuse avant de poser les charges. L'image revint avec une clarté troublante, chaque instant de peur et de tension se dépliant devant ses yeux comme un film ancien, projeté dans la lumière tremblante du matin. Une larme solitaire roula sur sa joue, et il laissa échapper un soupir qui se mêlait au bruissement des herbes et au chant lointain des oiseaux. À quelques mètres, un petit artefact reposait sur la pierre du mémorial, un médaillon en laiton, gravé de symboles français, datant de 1890, trouvé par Claire dans une ferme abandonnée la veille du sabotage. Il était devenu un talisman, une relique silencieuse de courage et de persévérance, et Henri le tenait maintenant dans sa main, sentant la chaleur de sa surface malgré les années passées. Les détails gravés, fins et précis, racontaient une histoire que peu
connaissait, un acte de bravoure, un engagement envers la liberté, et la conviction que même les gestes les plus petits pouvaient influencer le cours de la guerre. Le médaillon, couvert de poussière et légèrement terni par le temps, semblait encore briller avec une intensité intérieure, comme pour rappeler que le souvenir de ses actions ne disparaîtrait jamais complètement. Un train passa au loin, ses wagons remplis de civils qui ignoraient tout de la bataille qui avait été livrée ici, des décennies auparavant. Les rires des enfants et le bourdonnement des conversations flottaient dans l'air, contrastant avec le souvenir de la nuit où le métal des half-tracks avait craqué sous la pression de la boue, où le tonnerre de la pierre s'était abattu sur les soldats allemands et où la peur et la panique s'étaient emparées d'eux. Henri sourit faiblement, conscient que ses vies préservées n'avaient aucune idée de l'horreur évitée, mais que cela importait peu. Le monde avait avancé, et le sacrifice, bien que silencieux, avait produit ses fruits. Chaque souffle du vent semblait murmurer une reconnaissance muette, chaque fleur sauvage rendait hommage à la mémoire des disparus, et le sol, encore fertile de souvenirs, conservait la trace invisible des pas de 4 héros oubliés. Henri se remémora la nuit exacte où tout avait basculé, l'effondrement de l'aqueduc, la charge soigneusement posée, le chaos qui avait suivi et l'angoisse dans les yeux des soldats allemands immobilisés par la boue et les pièges improvisés. Ces souvenirs, si vivants dans son esprit, semblaient appartenir à un autre monde, un monde où le courage individuel pouvait infléchir le destin. Il se rappela également la voix de Luc, murmurant, malgré la peur, comme réparer un tracteur, rien de plus. Ces mots simples, prononcés dans l'obscurité de la nuit et dans l'ombre de la mort, résonnaient maintenant comme une vérité, intemporelle sur la capacité de l'homme à transformer la peur en action. Le vent fit frissonner Henri, et il serra le médaillon contre sa poitrine. Le petit artefact, bien que modeste, représentait la résistance silencieuse des anonymes, ceux qui avaient choisi de croire en la liberté alors que tout semblait perdu. Il pensa à Claire, survivante de cette nuit, courageuse malgré la peur, ses yeux brillants et son cœur obstiné. Il pensa à Luc, dont l'ingéniosité avait transformé des explosifs improvisés en instruments de justice, et à André, dont le sacrifice silencieux avait ouvert la voie à la victoire alliée. Les noms gravés sur le mémorial n'étaient pas simplement des souvenirs. Ils étaient des symboles de ce que l'homme pouvait accomplir lorsqu'il osait croire, même face à une machine de guerre apparemment invincible. Henri inspira profondément, le parfum de la terre humide et des fleurs sauvages emplissant ses poumons, et murmura. Dans la guerre, parfois, la plus petite fissure suffit à briser l'illusion d'invincibilité d'une armée entière. Il savait que l'histoire se souvenait des batailles célèbres, des généraux et des campagnes massives. Mais la vérité, celle des actes cachés et silencieux de courage, était souvent oubliée. Pourtant, c'était cette vérité qui avait changé le cours des événements, qui avait sauvé des vies et qui avait acheté la liberté. Les soldats nazis, confiants et arrogants, avaient été surpris, non pas par la supériorité numérique, mais par la détermination et la foi de 4 individus invisibles. La scène autour de lui restait paisible. Le chant semblait éternel, ponctué seulement par le bruissement des fleurs et le clapotis discret de l'eau dans un ruisseau voisin. Henri posa le médaillon sur le mémorial et recula d'un pas, observant le lieu avec un mélange de tristesse et de fierté. Il savait que le monde ne comprendrait jamais pleinement l'ampleur de la nuit où tout avait changé. Mais il était assez de savoir que cela avait été fait, que ses vies et ses efforts avaient laissé une empreinte durable. Il ferma les yeux un instant, laissant la mémoire et le vent se mêler, et il sourit. La liberté, avait-il pensé, valait chaque souffle, chaque sacrifice et chaque instant de peur affronté dans l'obscurité. Alors qu'il marchait lentement vers la route principale, le soleil se leva plus haut, illuminant le champ et les fleurs sauvages qui se balançaient doucement. Le train passa à nouveau, rempli de visages inconscients mais libres, et Henri sentit un poids se lever de ses épaules. Le monde avançait, inconscient des héros invisibles qui avaient changé sa trajectoire. Et pour cela, il pensa que c'était suffisant. La guerre avait pris des vies, mais elle avait également révélé la capacité de l'homme à croire, à agir et à triompher, même lorsqu'aucun témoin n'était là pour applaudir. Les noms gravés sur le mémorial resteraient là pour rappeler que parfois, la véritable victoire ne se trouve pas dans la gloire, mais dans la fidélité silencieuse à ce qui est juste
dans l'audace discrète de ceux qui osent défier l'impossible. Henri inspira une dernière fois, le souffle long et profond, et murmura : « Nous avons cru, nous avons agi, et cela a suffi à acheter la liberté. » Le chant, le médaillon, le mémorial et la lumière naissante semblaient tous acquiescer, silencieux témoins d'une vérité que l'histoire parfois oublie. Que le courage invisible, les sacrifices silencieux et les actes de foi, même les plus petits, peuvent changer le monde entier. Le vieil homme tourna les talons, laissant derrière lui les fleurs, la pierre et le vent, mais emportant avec lui la certitude que le temps et l'histoire n'auraient jamais le pouvoir d'effacer la valeur de ce qui avait été fait. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.